Chers téléspectateurs, bonsoir. La Mauritanie est forte de sa diversité ethnique et culturelle. Les composantes de la population sont unies par la religion, l'islam, qui considère que le meilleur des humains est le plus pieux parmi eux. Les Mauritaniens, toutes couches sociales confondues, sont condamnés à vivre main dans la main, dans la quiétude et l'entente, et à cultiver l'esprit de solidarité pour relever ensemble les défis inhérents à la mondialisation. Cette réalité-là, il est parfois utile de la rappeler, car depuis quelque temps, des personnes mal intentionnées tentent de saper notre unité nationale. C'est sans doute pour faire bloc à ces individus que les Mauritaniens ont marché le 9 janvier dernier. Quelles leçons tirées de cette marche et quoi après la marche? Ces questions et bien d'autres sont le socle de cette émission Zoom. Une émission dans laquelle je reçois, chers téléspectateurs, pour vous ce soir, M. Seyni Sayer Ndiaw, qui est acteur politique, M. Isselmou Salihi, journaliste, M. Mohamed Khattat, journaliste également, et le professeur universitaire, M. Bou Seta Diagana. Bonsoir et bienvenue, mes chers invités, dans cette émission qui va durer 1h45, Inch'Allah. Quelle impression vous a fait la marche du 9 janvier? La marche du 9 janvier, j'ai une impression que la Mauritanie a une jeunesse consciente. Une jeunesse qui est vraiment prête à conserver ses acquis. Une jeunesse soucieuse de son avenir. Donc c'est cette impression m'a donné cette marche, le fait qu'on appelle toute la Mauritanie, toutes les couches confondues se réunissent pour écouter, pour montrer vraiment qu'il y a une fibre de patriotisme en eux. Ils aiment leur pays et ils veulent que leur pays se développe et ils sont prêts à barrer la route à toute autre personne ou institution ou organisation qui essaie de faire entrer ici une anarchie ou bien quelque chose d'autre. C'est cette impression que m'a donnée la marche de l'autre jour. Monsieur Isselmou, vous, en tant que journaliste et observateur de la scène politique nationale, vous avez sans doute observé cette marche, vous l'avez vue sans doute, vous avez certainement participé. Vos impressions après les avoir? Effectivement, j'ai participé à la marche, j'ai marché ce jour longuement. Je suis sorti avec un ensemble d'impressions. Premièrement, des mémoires de Nouakchotois et des mémoires d'anciens journalistes, je n'ai jamais vu une marche aussi gigantesque. J'ai l'impression que la foule était compacte de l'hôpital national jusqu'à l'ancien aéroport de Nouakchott. Imaginez, ça doit être 5 km ou un peu plus. J'ai été frappé par la diversité des manifestants. Toutes les ethnies, tous les groupes sociaux, toutes les communautés, toutes les régions y étaient présentes. J'en déduis que le thème a été un thème mobilisateur. Mobilisateur parce que c'est un appel à faire face au démon de la division, au démon de la discrimination et du racisme. Parce que les gens ont l'impression que c'est essentiellement contre les discours haineux qu'il y a eu marche. Non, il y a eu aussi marche contre la discrimination. Et la discrimination, vous savez, elle touche tout le monde. Elle touche des groupes sociaux vulnérables. Elle peut toucher des communautés. Elle peut toucher les handicapés, les enfants, les femmes, les migrants. Elle peut toucher tout le monde. Elle peut toucher celui qui aspire à avoir accès aux services publics. Donc c'était une marche gigantesque. C'est vrai, elle est à l'appel du gouvernement. Et c'est normal. Elle ne peut pas être l'apanage d'un parti politique parce que c'est une affaire nationale. Et j'ai l'impression que les Mauritaniens sentent le danger que représentent les discours extrémistes et les pratiques discriminatoires. J'ai aussi l'impression que les Mauritaniens sont décidés de faire bloc contre ces menaces-là. Et on dirait que le gouvernement a bien lu dans les préoccupations, dans les ressentiments, dans la peur que les gens ressentent. Surtout, tout récemment, nous avons assisté sur des réseaux sociaux à une vague d'arrogance, d'insolence, de violence inouïe, où des groupes sociaux étaient stigmatisés, menacés d'être exterminés. C'était en quelque sorte des radios mille collines. Donc, moi, j'ai l'impression que ce jour-là, les Mauritaniens sont sortis et je ne veux pas qu'on me dise que ce sont les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est au minimum 20 000 ou 30 000 personnes. Mais quand on fait un calcul même des plus réalistes,
Ceux qui ont marché ce jour-là sont au bas mot en minimum de 200 000 personnes. C'est certainement le quart de la population de Nouakchott qui est sorti ce jour-là. Les Mauritaniens sentent qu'il y a un danger. Les Mauritaniens font bloc derrière leur direction nationale. Les Mauritaniens ne veulent pas qu'on joue avec leur division, ne veulent pas laisser les terrains libres aux démons de la division, de la désunion, des conflits. Parce que c'est comme ça que beaucoup de pays dans notre sous-région ont trouvé des problèmes. C'est comme ça que la situation a vacillé en Libye, c'est comme ça qu'elle a vacillé au centre, dans un pays voisin. C'est comme ça que la situation a dégénéré en Syrie, un peu partout, même dans des pays du voisinage en Afrique de l'Ouest. Donc ce jour-là, c'était une journée de symbiose, une journée de rencontre sur un thème très important. Et les Mauritaniens et leur direction ont envoyé un signal fort qu'il y avait un avant 9 janvier et qu'il y aura évidemment à partir de cet instant-là un après le 9 janvier. Cet après le 9 janvier, on va certainement en parler au cours de l'émission parce que je ne veux pas... Mohamed Khattat, vous aussi, je le rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes un journaliste. Je voudrais bien avoir l'impression du journaliste que vous êtes. Merci. Tout de suite, je m'en vais souligner que cette journée du 9 janvier a été une mobilisation, j'allais dire, du tout Nouakchott. C'est quand même un appel qui a été entendu. J'allais dire un appel du devoir national. Vous savez, on est citoyen, mais on le devient aussi. À force de veiller sur son appartenance à une nation et à prendre conscience des dangers qui la menacent et de l'investissement qu'on fait pour la protéger, on devient encore plus citoyen. Et c'est ce qui a caractérisé les Nouakchottois du 9 janvier, c'est qu'il y a eu un appel et l'appel a été véritablement entendu. Non seulement parce que la menace est réelle et elle est visible, non seulement l'élan patriotique se devait d'être au rendez-vous parce qu'il s'agit quand même de préserver notre unité, et j'allais dire que ce fut une unité dans la diversité, parce que nous sommes une population qui a, dans son histoire, j'allais dire, ce mélange, qu'il soit dans la religion, qu'il soit dans la langue, qu'il soit dans les traditions, qu'il soit dans la résistance, même pour lutter contre le colonialisme, et donc le devoir de préserver ses acquis. Et la menace était grandiose parce que tout simplement, quand la peur et l'angoisse s'installent, on n'est plus une nation. Ouais. Et il fallait absolument éviter qu'elle ne s'installe. Et il fallait tout de suite arrêter ces vagues de messages vocaux, de tweets sur le net qui appellent à la haine et au racisme, à l'extrémisme. Et je crois que ceux qui voulaient marchander sur ce terrain-là, aujourd'hui, on leur a coupé les pieds, l'herbe sous les pieds, et qu'effectivement, la Mauritanie s'est levée comme un seul homme pour dire non, et nous ne voulons pas de cela chez nous. Évidemment, le pouvoir y est pour quelque chose, parce qu'il est le premier responsable du pays. C'est à lui que devait revenir d'abord l'initiative de rappeler à ces populations que l'État est en danger, qu'il a besoin d'eux et qu'ils doivent se lever. Et surtout, éviter de laisser s'installer banalement les injures, la haine, parce que quand on s'y habitue, on ne peut plus arrêter. Monsieur Seta Diagana, vous êtes professeur universitaire, je le rappelle encore à nos téléspectateurs. Je ne sais pas si vous avez, mais je n'ai pas de doute que vous avez marché comme de nombreux compatriotes. Quelle impression avez-vous à partager avec nous ce soir à propos de cette marche? Cette marche, je dirais qu'elle est venue à point nommé. Dans un pays, quand à un certain moment, il y a un problème de communication entre les populations
c'est tout à fait normal que nos autorités prennent les responsabilités. Elles les ont prises et de très belles manières. Ce jour-là, dans ce pays, on n'était ni arabe, ni wolof, ni soninké, ni polar, pour n'être que tout simplement mauritanien. C'est un sentiment de fierté de voir cette Mauritanie à la fois plurielle et en même temps unie. À travers cette marche, on a compris une chose. La Mauritanie est plus forte que toute autre chose. On peut avoir des divergences, on peut avoir des intérêts partisans, mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. C'est notre citoyenneté, c'est notre patriotisme, c'est notre amour pour ces pays qui nous a tant donné. Et à un certain moment, comme disait un certain président, dans notre pays, il ne faut pas se demander ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, pour ne pas citer Kennedy. Donc, la Mauritanie, à un certain moment, mes camarades autour de cette table l'ont rappelé, nous avons entendu un certain nombre de discours, des messages qui sont contraires à notre religion, qui sont contraires à nos traditions, à notre éducation. Donc, le moment était venu pour qu'on rappelât à l'ordre, peut-être certains de mauvaise foi, mais d'autres qui ont peut-être des visées. Toujours est-il que l'essentiel est que nous avons pris conscience qu'on a intérêt à préserver l'unité de ces pays. La deuxième question qui me passe à l'esprit, c'est que quelles sont les origines, selon vous, de ces discours qui ne sont pas dans notre culture ni dans nos valeurs, les discours d'appel à la haine, à l'extrémisme et à la violence? Quelles peuvent être les origines? Les discours, aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Il y a un paramètre à mettre en considération. Il y a un nouveau pouvoir, c'est l'Internet, la facilité de communication. Aujourd'hui, vous pouvez donner un message tout de suite et toute la planète est au courant. Donc ce pouvoir-là a été, dans le temps, été réglementé. C'était les journalistes, ceux qui avaient l'éthique du journalisme et qui étaient formés à ça, qui avaient le pouvoir de diffuser l'information. Aujourd'hui, n'importe qui peut recevoir et donner l'information. Que l'information soit réfléchie ou non réfléchie. Donc, la technologie, c'est un couteau à double tranchant. Mais qu'est-ce qui s'impose aujourd'hui? Les autorités qui sont chargées à réglementer ces technologies doivent agir vite. Si la réglementation est en place, il faudra le diffuser et mettre les acteurs devant leurs responsabilités, c'est-à-dire les utilisateurs. Si la réglementation n'existe pas, il faudra la créer. Comment? Aujourd'hui, par exemple, si la réglementation internationale, le piratage est interdit, et il y a des lois qui sont dans différents pays ou dans différentes zones qui ont été votées et qui s'appliquent. Aujourd'hui, chaque personne peut envoyer ou recevoir des contenus et ne considère même pas, par exemple, aujourd'hui, un contenu qui doit être publié, il faudra avoir l'autorisation de l'auteur du contenu, l'autorisation des acteurs qui sont dans le contenu, qui figurent, les hommes qui figurent dans le contenu. Normalement, pour publier, par exemple, des contenus où il y a des mineurs, il faut avoir l'autorisation de leur tuteur. Certains contenus, par exemple, doivent être complètement interdits. Quels sont ces contenus? C'est des contenus à caractère racial, d'extrême violence, comme certains contenus où il y a des morts, où il y a des blessés graves qui peuvent heurter la sensibilité des jeunes, des contenus à caractère sexuel, des contenus qui incitent à la haine ou à la violence. Ouais. Tous ces contenus doivent être réglementés et les acteurs qui publient ces contenus doivent être traqués,
et sanctionner. Sans ça, je pense que c'est l'origine du problème. Je crois que la question a été évoquée, celle de réglementer les réseaux sociaux. Non, il y a l'application de la loi sur l'incrimination de la discrimination qui va sanctionner les délits qui sont en relation soit avec la haine raciale, soit avec la discrimination, ou soit avec la divulgation de la haine raciale. Donc il y a plusieurs délits qui sont identifiés et qui feront. Donc il y aura j'ai l'impression que c'est déjà opérationnel au niveau du juge, parce que la loi a été quand même promulguée, elle a été diffusée dans le journal officiel et il y a une circulaire pour la mettre en œuvre. Parce qu'on sent les dangers sur les réseaux sociaux. Mais en dehors de ça, comme l'a dit, et comme lui l'a dit, j'ai l'impression aussi que les années passées, on a voté en loi sur les crimes cybernétiques. Mais j'ai l'impression que nous manquons encore d'une agence nationale pour la sécurité informatique. Il doit y avoir une surveillance accrue sur Internet notamment. C'est même une question de sécurité nationale. Parce qu'aujourd'hui, les cyberattaques sont assimilées à une menace à la sécurité nationale, parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui peuvent espionner les mails, les bases de données des ministères, de la défense, de la sécurité, de l'intérieur, qui peuvent, avec des attaques, voler des banques de données, qui peuvent avoir accès au... c'est très grave pour des pays où, par exemple, les transports, ou les transports aériens, terrestres, ou la fourniture d'électricité, ou qui ont des armes stratégiques qui sont commandées à partir des applications informatiques. C'est très dangereux pour eux de ne pas avoir de protection vis-à-vis de ces menaces-là. J'ai l'impression qu'il y a des retards au niveau de la sécurité informatique. Par contre, au niveau de la législation, on est en avance. Mais vous avez posé une question très importante. Pourquoi il y a ce discours, ces messages, ces sortes de messages, ce discours qui est nouveau dans notre société, qui utilise ce nouveau vecteur, ce nouveau média, ce nouvel outil de communication qu'est l'Internet, essentiellement les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une part de la politique dans ça. Je crois qu'il y a des politiciens qui ont des ambitions politiques et qui instrumentalisent certaines frustrations, qui instrumentalisent même certaines causes justes, et qui cultivent la radicalité, et qui pensent que gagner la popularité, ça s'obtient à travers des discours radicaux. Parce qu'il faut insulter, qu'il faut menacer, qu'il faut promettre les foudres de la GN pour se faire entendre, pour être pris au sérieux. Je crois qu'ils sont conscients. Ils sont malins, les politiciens qui utilisent ça, parce que généralement, ils savent qu'il y a un vide juridique en la matière. Heureusement qu'on a comblé ce vide juridique-là. Donc, moi, je pense qu'il y a une touche politique qui est derrière ça. Maintenant, la victime, ce sont les jeunes qui sont innocents, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, qui regrettent après coup, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont insulté une communauté dans laquelle ils ont des amis, dans laquelle ils ont des frères, dans laquelle ils ont même peut-être des relations sanguines. Donc, ils se rendent compte de cela. Et c'est extrêmement grave de laisser libre cours à cela, parce que les faibles d'esprit, les jeunes essentiellement, tout ça, peuvent inscrire ça dans le cadre de la normalité, de la banalité. Et quand les discours injurieux, les discours racistes, quand ils avancent, on aboutit à ce qui s'est passé. Par exemple, une communauté se retrouve stigmatisée. Donc, du coup, après un moment de violence verbale, on va évoluer vers la violence physique. Et c'est là où on rentre carrément dans un scénario comme en Centrafrique, avec des anti-Balaka et des Selaka par là. Et je pense pas, personnellement, je pense que ce n'est pas du tout une perspective quelconque pour un pays d'évoluer vers des conflits sanguinaires. D'autant plus que ce genre de conflits, quand ils s'installent, ils ne finissent jamais. Et la communauté internationale, généralement, elle ne propose rien. Elle vous propose de vous envoyer des casques bleus qui font de l'interposition et qui parfois ont une très mauvaise réputation. Donc du coup, il faut trouver les solutions. Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas de problèmes. Il n'y a pas une famille qui n'a pas de problèmes entre eux. Il y a tout le temps des scènes de ménage. On n'en parlera pas sur un plateau, mais il y en a, je suis sûr. Entre frères, il y en a. Donc ça, mais il faut mettre en place
des mécanismes de gestion des contradictions, de prévention des conflits, de résolution des conflits. Et il ne faudrait pas laisser libre cours aux politiques qui sont généralement réputés par leur cynisme ou par une jeunesse désœuvrée et souvent irresponsable pour qu'elle jette l'huile sur le feu. Khatat, les origines, selon vous, de ce discours haineux? Cela va de soi que dans un contexte comme le contexte actuel de notre pays qui se dirige vers une élection cruciale, majeure, les politiciens se mettent à préparer, comme on dit, à affûter, à aiguiser leurs armes. Et parmi leurs armes, évidemment, c'est toujours le petit peuple, le soulèvement du peuple, la casse, le dérapage. Et on n'a pas les gilets jaunes, on préfère d'ailleurs éviter les gilets jaunes chez nous, c'est trop de revendications. Et donc, je disais, la part est grande pour les politiciens. Pourquoi elle est grande pour les politiciens? D'abord parce que ce qui fait bouger le peuple, ce sont les leaders d'opinion. Et les leaders d'opinion, ce sont les hommes politiques qui dirigent, qui orientent, qui sensibilisent, qui mobilisent et qui finalement montent les uns contre les autres. Nous avons une tradition de société tolérante. Nous avons une tradition de coexistence pacifique. La Mauritanie a toujours été le pays qui achète la paix sociale. C'est régulier chez nous. Nous n'avons jamais connu autant de discours haineux comme on en a connu en si peu de temps, de sorte à nous amener à sortir dans les rues. Nous sommes cimentés, notre unité, par l'islam, qui est une religion de tolérance et qui nous impose de préserver justement, de préserver justement cette harmonie, cette entente mutuelle, cette acceptation de l'autre. Et comme je vous ai dit, il y a évidemment une évolution naturelle du pays qui fait que nous passons du dromadaire à l'avion, de la machine à écrire à l'Internet, c'est rentré dans tous les foyers, c'est une infiltration qui a ses revers. Ouais. Et parmi ces revers, justement, les plus dangereux, c'est ces tweets, ces messages vocaux, c'est cette mobilisation en un clic qui fait qu'on fait parvenir aux plus éloignés de nos compatriotes un message qui est des plus haineux contre l'autre. Et donc, c'est dans tout cela qu'il faut chercher les choses. Et le contexte, comme je l'ai dit un peu au début, politique, qui fait que la classe politique, à un certain moment, n'arrive plus à contrôler, j'allais dire, ses sentiments, de sorte à ce qu'elle ne pousse pas ces populations à aller vers l'extrême, à aller vers la violence verbale, qui finira par être une violence physique. Voilà. Malheureusement, cela ne fait pas long feu, parce que tout le monde connaît qui roule pour qui, d'abord. Et donc, on arrive toujours à pouvoir situer les responsabilités et indexer des doigts et finalement dévoiler les plans démoniaques de ceux qui propagent cette mauvaise, j'allais dire, proposition, parce que c'est une proposition d'aller se monter les uns contre les autres. La marche du mercredi sonne le glas de ces propagateurs. Et j'aurais souhaité que, évidemment, la classe politique mauritanienne, toute confondue, qu'elle soit de l'opposition dite radicale ou modérée ou de la majorité, ait cette fibre nationaliste qui fait qu'elle accepte toutes de sortir ensemble. Pourquoi une partie de la classe politique n'est pas allée? Ce n'est pas une récupération politicienne quand on dit que c'est un devoir national de sortir dans la rue. Gardez vos combats politiques quand il y aura des joutes électorales, quand le moment est venu, mais pas quand la nation est menacée. La nation, elle est pour tout le monde. C'est le travail de chacun, c'est les parents, c'est les frères, c'est la sœur, c'est tout un... C'est tous un. C'est un même peuple et un seul peuple. C'est une même religion et une seule religion.
C'est un même destin et un seul destin. Nous n'avons pas à faire marche arrière. Je ne suis pas vaqi, mais dans l'histoire de l'islam, à une certaine époque, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait en conquête, ceux qui restaient, qui ne venaient pas, pour quelque prétexte qu'il soit, on les appelait el mukhallefoun. Ce sont des gens qui étaient pratiquement bannis, qui ont été isolés. On ne parle pas avec eux, on ne leur rend pas visite, on ne les fréquente pas, parce qu'ils sont restés à un moment où on a besoin d'eux. Il ne fallait pas. Je regrette que justement, cette classe politique-là, qui n'a pas accepté de sortir, devienne malheureusement pour elle, plus ou moins, à compter parmi les propagateurs, ou les instigateurs, ou les initiateurs, ou les incitateurs. Et ça, c'est une mauvaise chose. Professeur Diagana, les origines de ces discours, nous en parlons encore. Je vais abonder dans le même sens que mes amis. Effectivement, la Mauritanie est rentrée de plein fouet dans ce monde de nouvelles technologies, d'information et de communication auxquelles on n'était pas suffisamment préparé. Et comme vous le savez très bien, il y a toujours cet adage qui dit pour servir des intérêts de certaines personnes, il faut diviser pour mieux régner. Mais l'Internet, on a beau le dire, on a beau mettre l'arsenal juridique qu'il le faut, ça ne va pas résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, à mon avis, c'est d'abord l'éducation. Tant que les masses ne sont pas éduquées, on va toujours leur inculquer des idées fausses. Et là, dans le discours de nos autorités, le jour de la marche, on a donné à l'éducation la place qu'elle doit mériter pour non simplement gagner la bataille du progrès, la bataille du développement, mais surtout, si vous voulez, cette bataille ontologique contre soi-même. Parce que la méchanceté, on est méchant que par ignorance. Comme l'a dit ce mot tout de suite, les jeunes s'insultent, s'injurent dans les réseaux sociaux, alors que, sans le savoir, ils sont liés, peut-être même par des liens familiaux très forts. En Mauritanie, quelles que soient nos communautés, on est tous unis par des liens. Moi qui vous parle, je suis la parfaite illustration. Donc, j'insiste là-dessus. C'est bien de mettre tout un arsenal juridique, mais la première chose à faire, c'est d'éduquer la jeunesse. L'Internet, comme il y a 60 ans, comme il y a 70 ans, pour la science de façon générale, l'Internet n'est ni mauvais en soi, au contraire, ni bon. Qui est mauvais? C'est l'homme qui est mauvais. C'est l'usage qu'on en fait. Très bien. Quand dans les années 39, 40, 45, il y a eu de bombardements, c'est Nagasaki et Hiroshima, certains ont commencé à incriminer la science, le progrès, mais non. La science a rendu l'homme fort. Dès le XVIIe siècle, on savait avec Descartes que la science nous rend maîtres et possesseurs de la nature. L'Internet, on en a besoin. Aujourd'hui, je suis en Nouakchott. Je peux communiquer avec un parent qui se trouve à l'autre bout du monde. C'est grâce à l'Internet. Donc, on ne va pas jeter le bébé avec le bain. Il y a, certes, des garde-fous à prendre, mais pour moi, encore la première solution, c'est donner à l'éducation toute la place qu'elle mérite. Un pays où l'éducation n'est pas développée est un pays qui va à sa perdition. Et je pense là, les autorités ont compris. Et aussi, je vis le lendemain de la marche que les autorités ont décidé, ou bien en tout cas envisagent, d'enseigner à nos enfants dans les écoles, si vous voulez, c'est vivre ensemble. L'éducation civique.
il le faut. Moi, je pense qu'on doit donner à l'éducation civique l'importance qu'il faut, l'importance qu'on donne aux mathématiques, l'importance qu'on donne à toutes les matières dites principales, parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas où aller. Voilà, donc les jeunes peut-être ils prennent les choses à la légère, sans connaître les conséquences, mais il y a toujours peut-être de mauvaises conséquences tapées dans l'ombre qui essayent de manipuler ces esprits, j'allais dire, innocents. On va voir du côté technique si le reportage, si la marche est prêt pour qu'on puisse faire un dernier tour de table à ce sujet. Cette imposante marche de la citoyenneté organisée contre la haine et l'insécurité et à laquelle a assisté le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, est une réponse sanglante du peuple mauritanien aux apôtres de la division et de l'extrémisme. En marchant ensemble, majorité, opposition, indépendants, société civile, bref, tout le peuple mauritanien réaffirme son attachement à l'unité nationale et à la cohésion sociale, qui sont le socle fédérateur de toutes les composantes du pays, et expriment ainsi leur rejet total de la discrimination raciale et de la haine. En joignant leurs voix ensemble, ils ont tenu à dénoncer en bloc l'ignominie de toutes les manigances et de toute tentative visant à créer des tensions opposant les citoyens et décrit avec force le discours de la haine destructrice. En s'associant par-delà leur clivage politique, leurs différences d'opinion, leurs repères référentiels et leur inclination intellectuelle et idéologique, ils tirent, et le président de la République à leur tête, une sonnette d'alarme sur les risques que font peser sur la société de pareilles déviations qui attentent à l'aspiration profonde du peuple mauritanien à vivre ensemble. Cette marche n'est pas donc seulement la marche d'un mouvement, d'un groupuscule ou d'un parti. Elle est celle de tous les citoyens qui tiennent à exprimer leur rejet du racisme qui sème les germes de la discorde, mais pas seulement. Le peuple a également envoyé un message fort que malgré sa diversité, qui d'ailleurs constitue une richesse inestimable et indivisible. C'était donc un reportage de mon confrère Cheikh Saad Bou. Peut-on dire que cette marche est une réplique? C'est une réplique Oui. De quoi? De quoi? Je n'ai pas compris la... Une situation déterminée, la question est intelligente. Est-ce que c'est une réplique au discours haineux? Voilà. Bien sûr, c'est une réplique efficace. Parce que où se trouvent actuellement les auteurs de ces discours? Ils se sont terrés dans l'autre trou. Ils ne sortent plus. Comme des rats. Parce qu'ils savent que ils ont reçu une claque. Aujourd'hui, ils ont compris. Peut-être qu'ils vont prendre d'autres moyens. Si eux, ils estiment que les jeunes comme vous et moi, et les gens qui sont, les Mauritaniens qui sont là, eux, ils peuvent faire mieux que eux. Qu'ils aillent, je ne sais pas, essayer de briguer des mandats pour faire mieux qu'eux. Ou bien, je ne sais pas, passer par les urnes aussi. C'est ça. Si vous voulez prendre par exemple, certaines responsabilités, vous pensez que vous êtes plus compétent que les autres, je pense qu'il faut essayer de passer par briguer les mandats, passer par les urnes. Récemment, j'ai vu, par exemple, les dernières élections, quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai vu mes jeunes frères et mes jeunes sœurs qui se sont portés candidats. Ça, je ne l'ai jamais vu dans un pays africain. Des jeunes de 20 et quelques ans vers 30 ans qui avaient l'âge, bien sûr, de se présenter, qui se sont présentés pour les députations, pour les municipales, les conseillers, et j'étais tellement fier. Ça, c'est des signes d'avancée de la démocratie. Dans les autres pays, je ne vois pas. Je vois des vieux barbis, des dinosaures quoi, qui se présentent. J'étais tellement content. Les affiches sont toujours là. Ça, c'est des signes vraiment de la démocratie.
Seulement, est-ce une réplique? Moi, je pense que la réplique au discours incendiaire, c'est juste une partie des causes de la... Parce qu'il y a quand même la discrimination. Il y a une volonté de lutter contre la discrimination, pas seulement contre le racisme. Ceux qui se sentent discriminés aujourd'hui peuvent invoquer la loi en question parce qu'elle réprime aussi la discrimination. Vous vous sentez un citoyen de seconde zone, portez plainte. Quelqu'un tient contre vous des propos injurieux ou rabaisse de vous au nom de la race, de l'ethnie ou d'autres, portez plainte. Vous verrez que la loi sera appliquée. C'est ce que le président a dit. Mais en fait, moi j'ai l'impression que les Mauritaniens sentent le danger, premièrement, par la situation à laquelle ils ont abouti et par les perspectives qui s'annoncent notamment avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Moi, je pense que les Mauritaniens sont conscients que ces 10 dernières années, ils ont réalisé 2 grands projets de fourniture d'eau qui sont aussi grands que le projet Aftout Sahli qui a fourni l'eau à Nouakchott. C'est la Naplar et le projet Aftout Chelgi. Ils se sont rendus compte qu'il y a eu plus de 3000 km, qu'il y a eu une campagne aérienne faite à partir de rien. Ils se sont rendus compte que pour la première fois dans leur histoire, ils ont un campus universitaire gigantesque qui fait ta fierté quand tu rentres à Nouakchott en venant de l'aéroport Mtoumsi. Qui se sont rendus compte qu'en 5 années seulement, en 10 années seulement, ils sont en train de faire un peu moins de 10 hôpitaux régionaux avec une capacité de 150 lits. Ils se rendent compte qu'ils sont en train d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en lits et que la production sous le pluvial aussi s'améliore. Ils se rendent compte qu'il y a eu une vraie lutte contre la précarité. Vous savez, personne n'a osé s'attaquer au bidonville. C'est vrai. L'ancien président s'est attaqué au bidonville en 2003. On était le 2 à Nouakchott Info. Mais ce n'était pas une action de la même ampleur que celle qui a été engagée en 2009. Le transfert des Kabas d'Elmina en 2003, ça a concerné, je pense, 1000 familles. Par contre, les opérations de déménagement et de lutte contre la précarité ont concerné 120 000 familles. Vous pouvez demander aux PDI qui ont obtenu la propriété foncière pour la première fois dans leur vie et qui, durant toute leur vie, habitaient dans des taudis. Donc, c'est une très grande évolution. Et l'un des grands acquis, c'est que dans cet environnement trouble, où on s'attaque aux hôtels, que ce soit à Bassam, que ce soit au Radisson, que ce soit un peu partout, ce pays est quand même préservé depuis 2011. Aucun attentat, aucune attaque terroriste. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ce pays aussi, on ne peut pas s'en cacher, il a gagné un rayonnement sur le plan diplomatique. Le sommet de la Ligue arabe, l'Union africaine, le leadership régional en matière de sécurité, en matière de forces d'interposition, notamment en Centrafrique, avec l'excellente réputation obtenue par le contingent mauritanien du maintien de la paix. Donc, on se sent que ce pays a évolué, on se sent que des perspectives prometteuses, parce que c'est vrai, s'il y a eu des problèmes économiques, c'est que, voilà, il y a la mévente du fer. Il y a la mévente du fer. Là, ça, c'est une autre forme d'injustice au niveau du marché international. Ce n'est pas nous qui fixons le prix de nos produits. Mais avec le gaz et le pétrole, les perspectives sont prometteuses. Elles le sont déjà sans le gaz et sans le pétrole. Donc, il faut préserver ça. Il y a des requins qui commencent à affûter leurs armes. Il y a des ambitions. Et il faudrait aussi qu'on soit attentif. Est-ce qu'il n'y a pas des mains étrangères, comme l'a dit le président, qui sont derrière certains d'entre nous? On ne sait pas, les multinationales, ceux qui n'ont pas eu leur part du gâteau dans l'exploitation de certaines ressources, peut-être qu'elles peuvent être derrière quelque chose. Donc, il faudrait que nous soyons prudents, que nous soyons vigilants, surtout vis-à-vis de ceux qui n'ont à nous proposer que des discours de haine et de division. Au moins, s'ils nous proposaient un discours de cohésion, un discours de développement, d'accord. Mais vous n'avez à vendre que les chimères. Vous n'avez à vendre que la haine. Vous n'avez à vendre que le conflit. Et probablement demain le sang. Donc, gardez votre marchandise pour vous, s'il vous plaît. Nous, on continue la marche sous cette direction sous laquelle nous avons eu tellement d'acquis et avec laquelle nous voulons continuer pour des perspectives encore prometteuses. Khatat, vous considérez ceux qui tiennent ces discours comme étant des marchands de la haine et des marchands de chimères? Je l'ai dit tout de suite. Évidemment,
tous ceux qui veulent que règne le désordre et le chaos sont déjà mauvais. L'homme juste produit la justice parce qu'il la porte en lui. Et si quelqu'un est juste, il ne va quand même pas apporter des discours haineux, des discours de discorde, des discours qui vont vers la dislocation d'une nation, qui a d'ailleurs toujours, qui est toujours en transition. Vous savez, la Mauritanie est toujours en transition depuis 1960. On n'en est pas sorti. À répétition de coups d'État, à répétition de... Et une fois qu'on commence à se stabiliser, on nous amène des discours qui font monter les uns contre les autres. On n'en a pas besoin, on ne veut pas de ça chez nous. On ne veut pas de ça chez nous. Nous sommes un peuple dont la sainte religion interdit rien que dire du mal de quelqu'un, à plus forte raison, inciter à la violence et à la pagaille. Et donc, c'est contraire à nos enseignements, c'est contraire à notre tradition, à nos valeurs. C'est une ligne rouge qu'il ne faut pas atteindre. Parce qu'au-delà de cette ligne, c'est quoi? C'est notre existence même qui est menacée. Or, nous sommes une communauté de destin qui est diverse et qui sait qu'elle a des limites. Et nous protégeons nous-mêmes. Nous nous protégeons et quand je disais tantôt que ceux qui n'ont pas marqué, ceux qui ont brillé par leur absence à cette marche, c'est des moukhalevoun, parce que la question ici était au-delà des sensibilités politiques. C'est une question nationale, c'est un devoir national. C'est veiller à ce que notre union soit préservée, notre existence. Mais je préfère, si vous le permettez, revenir un peu sur la cybercriminalité et sur ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. C'est pas que notre pays soit en retard pour promulguer une loi sur ce sujet, ou qu'il est promulgué avec du retard. Non. Même en Europe, elle est encore en construction. Après les attentats de Paris et après les attentats de Belgique et partout, l'Union européenne s'est rendue compte qu'il faut encadrer l'utilisation des réseaux sociaux. Et jusqu'en septembre dernier, la France, qui vient d'avoir un ministre d'ailleurs qui est dédié aux réseaux sociaux et à l'informatique, a encore du mal à installer. Ça, c'est une nouvelle technologie qui va avec l'évolution des peuples. Elle est extrêmement difficile à cerner. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'abord s'immuser soi-même les populations contre les effets négatifs de cette nouvelle technologie. Et cela se fera avec l'éducation, comme on disait, cela se fera avec une prise de conscience. C'est vrai que le lendemain de la marche, le jeudi, il y a eu des cours à l'école sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Ça, par exemple, c'est une excellente chose. Moi, je parle plus qu'une langue nationale. Pas seulement le hassina, je parle le wolof, je parle des langues. Et parce que nous avons grandi dans une communauté qui se mélange. On ne faisait pas de différence. Si aujourd'hui, nous ne faisons pas comprendre à nos enfants qu'ils appartiennent à une seule nation, ils ne seront jamais autre chose que des Mauritaniens là où qu'ils aillent. Ils le resteront. C'est pourquoi je disais qu'on est citoyen, mais on le devient aussi parce qu'on doit rendre à la société, à l'État, dans lequel nous sommes nés, nous avons grandi, nous avons évolué. Et tout le long de ce parcours, il nous a enrichis, il nous a construits, il nous a éduqués. Nous devons, à un certain moment, lui rendre la pièce de monnaie en préservant notre unité nationale et en veillant à ce que notre existence ne soit jamais menacée. Professeur Diagana, vous répondez quoi aux marchands de la haine? En fait, le mot haine, là c'est pour ceux qui parlent. Dans le mot haine, il y a le verbe haïr. La haine vient du
verbe haïr. Dans le mot extrême, il y a extérieur. J'ai aimé tout de suite votre question quand vous avez dit est-ce que cette marche est une réplique. J'ai pensé tout de suite à ces vocabulaires telluriques, un tremblement de terre. C'est quand il y a un tremblement de terre, souvent on passe de répliques. Peut-être certains ont voulu mettre la Mauritanie dans une situation de séisme, de tremblement. Et s'il y a réplique, la réplique a été forte. Parce que ceux qui ont été, je reviens à la définition du mot extrême, ceux qui étaient à l'extrême, donc en dehors, on va le faire rentrer. Le match se joue ici, non pas ailleurs. Comme disait tout de suite mon ami, il y a plusieurs façons pour gagner la bataille. Et la meilleure façon, je crois, ce sont les urnes. Nous sommes peut-être un pays jeune, nous sommes peut-être un pays émergent, mais il y a eu beaucoup de progrès qui ont été accomplis. Il parlait tout de suite de toutes ces réalisations. Moi, je vais tout simplement insister sur une seule, l'université, que je connais le plus. Dieu sait que je voyage souvent. Je viens des universités dans des pays voisins et même ailleurs. Je suis fier. Quand chaque matin, j'entre dans mon campus. Je suis fier quand je vois le taux d'encadrement des anciens universitaires mauritaniens. Je suis fier quand ailleurs, des collègues étrangers me disent « Oui, on était venu chez vous l'année dernière, vous avez un beau campus. » Je suis fier. Mais voilà des acquis qu'il faut consolider. Et je pense que à la haine, il faut répondre par l'amour. À l'extrémisme, il faut répondre par la modération. Au cloisonnement, il faut répondre par le dialogue. Je pense que aujourd'hui, on a compris, et les Mauritaniens ont compris, que souvent, ils sont peut-être manipulés par des gens qui ont notre agenda, qui ont notre programme. Et après tout, l'expérience nous a montré qu'on sait quand est-ce commence un conflit et jamais on ne sait quand il va s'arrêter. On va écouter le discours du président qui, un élément, a été fait par mon confrère Cheikh Saadbou. Si du côté technique, on peut le voir. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a appelé tous les Mauritaniens à se dresser contre les discours de la haine et de l'incitation à la division et à s'engager pour la préservation de notre cohésion nationale, à la défense des valeurs de tolérance et du vivre ensemble dans un climat de paix et de sérénité qui ont fait la réputation de notre peuple. Il a ensuite remercié les partis politiques et les organisations de la société civile et tous les citoyens venus participer à cette marche qui prouve de manière éloquente leur rejet du discours de la haine et de l'extrémisme et leur responsabilité vis-à-vis du passé de la République islamique de Mauritanie en tant qu'entité cohérente avec un seul peuple musulman. Le président de la République a indiqué que la sortie de ce grand nombre de citoyens prouve leur fort sentiment de préserver l'unité nationale et d'assumer leurs responsabilités à l'égard de la nation et de son histoire glorieuse, ainsi que leur ferme opposition aux tenants de la discorde au sein du peuple mauritanien, ceux-là même qui ont des agendas extérieurs et des idées destructrices. Il a noté que la société mauritanienne est la seule à ne pas être influencée par les aspects négatifs des cultures étrangères, rendant hommage dans ce cadre à la résistance opposée par nos ancêtres au colonialisme au plan idéologique et culturel.
Le chef de l'État a affirmé que la Mauritanie est un État sécurisé et stable qui se développe constamment dans tous les domaines, ce qui requiert de notre part de contribuer tous à le protéger contre les propagateurs de l'extrémisme, de la criminalité et de la dislocation. Il a ajouté que grâce à la volonté du peuple mauritanien, de son gouvernement et de son armée, notre État devenu stable se développe dans tous les domaines de la vie de tous, invitant à préserver notre unité nationale, à la consolider, à l'appuyer et à fermer toutes les portes devant les criminels qui appellent à la division et à l'extrémisme. Le chef de l'État a noté que les organes d'information qui disposent d'une liberté totale doivent être mus par l'intérêt général, des services pour tous et éclairer l'opinion publique nationale sur les domaines vitaux comme l'enseignement, la santé, et ce, en plus de l'importance de la préservation des acquis réalisés dans un climat de stabilité et de sécurité dont nous jouissons. Qu'Allah en soit remercié. Le président de la République a indiqué que la loi numéro 023/2018 pénalisant la discrimination sera appliquée sur tout ce qui tente de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ce pays, quelle que soit la position de ceux-ci et leur statut financier, affirmant que l'armée nationale et les forces de sécurité se dresseront devant tous ceux qui essayeront d'attenter à la sécurité et à l'unité de ce peuple. Il a précisé que le plus grand acquis réalisé par la Mauritanie aujourd'hui est son unité nationale, qu'elle préservera et n'acceptera en aucun cas qu'elle soit l'objet de marchandage pour la réalisation d'intérêts égoïstes et sectaires. Il a souligné que la société mauritanienne doit s'orienter vers l'éducation et axer ses efforts sur l'apprentissage, unique moyen d'assurer le changement et de réaliser la complémentarité économique qui ne manquera pas de se répercuter en définitive sur les inégalités entre les différentes couches sociales grâce à la préparation de tous les individus de la société idéologiquement, culturellement, pour accéder aux divers domaines de développement. Le président de la République a indiqué que l'essor économique que connaîtra le pays au début de l'année 2021 exigera une prise de conscience. Le chef de l'État a enfin remercié tous les citoyens jaloux de leur patrie et qui sont venus aujourd'hui pour exprimer leur rejet du discours de la haine et de l'extrémisme et de tout ce qui est de nature à ébranler la sécurité et la stabilité de notre État et l'unité de notre peuple musulman paisible. Cher Saadbou, pour la synthèse du discours du président de la République au cours du meeting organisé à la suite de la marche du 9 janvier. J'ai noté quelques idées du discours du président. S'engager pour la cohésion nationale, préserver l'unité nationale, le rejet de la haine. Il a cité l'armée étrangère. Il a même rappelé le rappel historique, la résistance à la colonisation. Il a surtout évoqué le rôle des médias, la loi 023/2018, le rôle des forces armées et les perspectives de 2021 en plus de l'éducation. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces quelques axes que je viens de citer? D'accord. Vous en avez été certain? Bien sûr. Pour l'armée, je suis fier de notre armée. Pourquoi? Parce que dans la sous-région, après, on a eu il y a 10 ans, 7 ans, il y avait un désordre un peu au niveau de cette zone. Mais la Mauritanie n'a jamais été attaquée. L'armée a toujours été à la hauteur. Je pense que nous avons une armée professionnelle. Actuellement, on est présent dans plusieurs zones de conflit pour intervenir. Donc, nous devons être fiers de notre armée et fiers de notre nation. Mais le fait que cette fois-ci, le mal se trouve, l'ennemi est à l'intérieur. C'est pour cela que l'armée n'est pas efficace. Qu'est-ce qui était efficace? Chaque Mauritanien doit être un témoin. Chaque Mauritanien doit être gardien de son concitoyen. C'est pour cela, d'où la pertinence de cette marche. Deuxième chose concernant, vous avez dit, aujourd'hui, la jeunesse doit être consciente. La jeunesse doit promouvoir tout ce qui est convenable et doit s'interdire vraiment tout ce qui est blâmable. Nous devons être une jeunesse plutôt consciente. Le pays
a été fondée vraiment à partir de rien. En 1958, on n'avait même pas une capitale. Nous avons de quoi être fiers de nous. Absolument. Nos grands-pères ont fait les fondations de ce pays. Nos pères ont fait le rez-de-chaussée. Je pense que c'est la jeunesse de faire le premier étage. Donc personne ne va le faire à notre place. Nous avons les moyens, nous avons les ressources. Étudions, partons à l'étranger pour acquérir toutes les connaissances nécessaires et revenir pour transformer notre pays. Les autres pays sont en avance par rapport à nous. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de rattraper cette avance. Et on a eu un grand pas. Gardons les acquis et essayons de continuer cette lancée. Selmou, quelques idées? Moi, j'ai retenu pas mal d'idées. Tu vas me laisser l'occasion, Yedali, d'en parler. Avec plaisir. N'oublie pas que je reste journaliste malgré tout. Avec plaisir. Donc, en fait, il y a des messages principaux, il y a des messages secondaires. Le président de la République a appelé les Mauritaniens à faire face aux sirènes de la haine. Les sirènes de la haine, on les a vues quand on a tenté d'appliquer la loi sur le transport. On en a vu certains aspects tout récemment à l'occasion de certaines manifestations sportives. On les voit sur les réseaux sociaux. On les voit même parfois sur les plateaux de télévision privés. Malheureusement, ça a tendance à baisser. Il a appelé en tant que gardien de la Constitution, commandant suprême des forces armées, président de la République, il a appelé les Mauritaniens à préserver la cohésion nationale séculaire et à défendre les valeurs d'unité qu'ils ont, la religion, l'histoire commune, la géographie commune, de vivre ensemble qui ne date pas de l'État-nation de 1960, qui est bien avant. Les gens étaient ensemble à Chingiti les années 1200, ils étaient ensemble à Walata les années 700. Ils étaient ensemble à Dagost et à Kombi Saleh il y a un millénaire. Donc le vivre ensemble séculaire, il faut le maintenir, qui s'est prolongé avec l'État-nation. Le président a parlé de l'attachement des Mauritaniens à leur spécificité. Voilà. 70 ans de colonisation, une seule église, aucun Mauritanien chrétien. Il y a de quoi être fier, franchement, hein, par rapport à... Et moi, je pense qu'il a dit, c'est que, c'est vrai, on a eu beaucoup de choses avec la colonisation, l'administration, l'État-nation lui-même, le nom Mauritanie, il ne faudrait pas quand même être frileux. Mais c'est dans la dignité, nous avons préservé notre spécificité, nous n'avons pas changé de religion, nous n'avons pas changé d'identité, nous avons pris avec l'autre ce qui est utile à nous et nous avons laissé ce qui n'est pas nécessaire à nous. Mais il y a aussi des acquis. Les acquis, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est cette production excédentaire d'électricité, c'est cette production d'eau qu'on ne connaissait pas, c'est ces capacités opérationnelles d'une armée qui aujourd'hui épate le monde. C'est la sécurisation du pays, c'est tout ça. Donc, il y a des acquis à préserver. Et le président a été ferme, comme d'habitude. Voilà. Face au discours haineux, face à la discrimination, dans toute société, il y a une discrimination. Une discrimination vis-à-vis des femmes. Donc, voilà. Cette loi sera appliquée vis-à-vis de n'importe qui. Donc, il ne faut pas dire, voilà, je suis fils de grand-tante, où je suis un élu du peuple, où je suis très connu au département d'État, voilà, donc on ne peut pas m'appliquer la loi. Donc, voilà, le président aussi n'a pas dressé tout simplement le tableau sombre, parce que le tableau n'est pas sombre, il y a des menaces. Mais le président a parlé de cette Mauritanie qui gagne. Il a parlé de l'une de nos fiertés. L'équipe nationale des Morabitoun qui vient de nous amener, qui vient d'être sacrée meilleure équipe d'Afrique. C'est un événement important et qui vient de se qualifier pour la première fois dans l'histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était très important que le président, quand il parle des perspectives prometteuses pour des pays avec l'exploitation du gaz, qu'il parle aussi de cette Mauritanie qui gagne, qui avance, qui marque des points. C'était sur le plan diplomatique avec le rayonnement avec l'Union africaine et le sommet de la Ligue arabe. Mais aussi, il y a un rayonnement sportif aussi qui accompagne tout ça. Donc, le président a insisté sur l'importance de l'éducation. Et je pense que quand on voit l'effort qui est fourni avec le campus, moi j'ai fait l'université pendant qu'elle était à l'Izérie une fois, elle était au hangar d'Ixar, elle était ici à côté de la direction d'informatique, l'ancienne direction d'informatique devenue direction du budget.
Mais aujourd'hui, ce que nous avons, c'est un vrai campus. Moi, j'ai fréquenté des universités à l'étranger, c'est un vrai campus. Le professeur Diagana a raison d'être fier. Donc, le président a parlé de l'importance de l'éducation. Mais vous voyez l'effort, ce n'est pas seulement le campus. Avec le concept de l'Agence nationale Tadamoun dans les zones d'éducation prioritaire, c'est 62 écoles complètes faites depuis 2014. Dans les zones prioritaires, écoles complètes, cela veut dire de la première année jusqu'à la 6e. C'est plus avec les anciens projets où on faisait une seule salle de classe et on appelait ça école. Donc l'importance, le président a parlé de l'éducation, parce qu'avec l'éducation, on s'arme. On s'arme contre... voilà, et on devient un citoyen à part entière. Donc, il y a énormément de choses. Ce discours, on peut en parler toute la nuit. S'il y a un deuxième round, j'ai une ou deux idées parce que je ne veux pas beaucoup... Je ne veux pas être le hableur du groupe, quoi, comme on dit. Nous allons entendre Khattat à ce propos. Le discours du président de la République, oui. Deux messages quand même majeurs. Le premier est que c'est un devoir pour tout un chacun des citoyens mauritaniens de protéger le pays contre le racisme et la haine. C'est un message très fort d'ailleurs, très bien entendu, et qu'il a d'ailleurs justifié par la sortie d'Ito Nouakchott dans la rue pour dénoncer ces discours haineux. Et cela était à juste titre comme justificatif. Et le deuxième message majeur, comme tout le monde l'a dit, c'est que si on veut la sécurité, si on veut la stabilité, bah, il faut exhorter les populations à l'enseignement, que c'est vraiment la clé. Moi, j'aurais ajouté que, vous savez, Martin Luther King, lui, il disait que nous devons construire des digues pour contenir le flux de la peur. C'est beau, ça. Construire des digues pour contenir le flux de la peur. La marche du mercredi était justement une digue qui a été construite contre la peur, contre la haine, contre les discours. Et je sais que, je vous le disais d'ailleurs un peu auparavant, il y aura un après mercredi 9 janvier. Ça changera parce que la conscience et la conscientisation, la conscience des faits et du danger qui menace le pays a été prise par tout un chacun, et la conscientisation des populations se met déjà en marche avec la marche tout simplement du 9 janvier, parce qu'aujourd'hui, même dans les foyers, les enfants qui ne comprennent rien et qui ont vu à la télévision, dans les rues, les marches, comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de bouger, qu'il y a... Et je pense que la leçon a été bien apprise par tout le monde. La Mauritanie a une ligne rouge, c'est son unité. Elle est sacrée. Nous n'accepterons jamais de goûter à la soupe des propagateurs de la division et de la dislocation dans notre pays. Monsieur Diagana, professeur Diagana, vous donnez vos idées sur les discours du chef de l'État? Bien, moi je dirais, je commencerai par une question. À quoi aspire chaque citoyen? C'est le bonheur, c'est la stabilité. Et comment accéder à ce bonheur? C'est très simple. Il faut la stabilité. Si on veut... Enfin, je commente ce qu'a dit le président de la République. Si on veut que la Mauritanie soit un pays émergent, il faut d'abord de la stabilité. Sans stabilité, il n'y aura pas d'investissement étranger. Sans stabilité, déjà, même le cerveau de ces pays vont partir ailleurs. Moi, j'étais formé dans un pays, je ne veux pas le citer, mais quand je vais aujourd'hui, chaque matin, quand je regarde les informations, quand je me connecte sur les sites web de ces pays, quand j'entends que 100 médecins de ces pays ont pris la fuite, 100 ingénieurs de ces pays sont partis, 100 professeurs des universités de ces pays sont partis, je suis mal.
Et pour éviter cela à la Mauritanie, effectivement, c'est consolider cette cohésion nationale, cette cohésion sociale, cette entraide, cette, comment dirais-je, cette solidarité. Comme il le disait tantôt, beaucoup de gens pensent que la Mauritanie a commencé en 1960. Ce n'est pas vrai. J'étais très content d'entendre de citer Seno, Shingiti, Walata. Quand on fait un peu d'étymologie, facilement, on saura qu'il y a toujours des brassages dans ces pays. Donc on dirait que Shingiti est un mot soninké. Donc on dirait que Walata, son premier nom c'est Birou. Et Birou c'est un nom soninké. Et c'est que certains ne savent même pas. C'est que dans ce pays, il y a eu même une langue qui était une forme de créole. Laser. Laser. Ouais. Un mélange de soninké et de berbère. Un mélange de soninké et de berbère. Personne ne la parle malheureusement. Voilà. Ça veut dire que nos ancêtres aussi vivent en parfaite harmonie, en parfaite cohésion, dans une période où la communication était difficile, où les transports se faisaient à dos de chameaux ou d'ânes ou de chevaux. Aujourd'hui, on prend les avions. Donc, on n'a pas à... ce mode de communication doivent être pour nous de moins pour communiquer, pour faciliter la communication et non pas malheureusement pour faire des barrières. Quand je vois, je vous le dis franchement, quand je vois à l'université des petits groupes qui se forment en fonction des affinités sociales, je l'ai dit à mes étudiants en cours. Je suis très content de vous voir comme ça, en classe. Mais pourquoi lorsque, à 10 heures, vous êtes en pause, les petits groupes se forment? Ce n'est pas la Mauritanie que je veux. La Mauritanie que je veux, c'est une Mauritanie où on dépasserait ces considérations partisanes. Et je pense que le discours du mercredi va, j'en suis certain, éveiller certaines consciences. Monsieur Ndiaye, que peut-on faire après la marche pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, que les Mauritaniens sont fixés, à savoir la consolidation de l'unité nationale, la lutte contre l'extrémisme? Il ne suffit pas de marcher. Oui. Que peut-on faire par la suite? Que doit-on faire? Que doit-on faire? J'ai entendu que la journée est devenue une journée nationale. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faudrait faire aussi, c'est inclure ce jour-là des dialogues, des panels de dialogue selon les différentes catégories des associations, les jeunes, les retraités, toutes les composantes qui ont des affinités, à échanger avec eux pour savoir leurs problèmes. Quelle est la cause de leur mal-être? Est-ce qu'il y a des problèmes? Sur la base de ça, il y aura des rapports, par exemple, des rapports de chaque panel réunis, et que ça va pour inspirer les décideurs politiques. Pour moi, c'est ça. Il faudra la loi, bien sûr, il faudra la loi qui encadre et tout, mais il faudra écouter les populations. Et ça, peut-être qu'on peut savoir d'où vient le mal. Donc, c'est mon... C'est seulement quoi après la marche? Bon, après la marche, d'abord, voilà, il faut poursuivre il faut que les pays poursuivent sa marche d'abord. Ça marche vers le développement harmonieux, ça marche vers le progrès, ça marche dans le concert des nations, ça marche vers plus de réalisation, plus d'équité entre ces composantes, entre ces populations. Mais aussi, il faudrait que les pays sachent d'où viennent ces problèmes-là. Je pense que le président de la République a parlé de l'école, d'accord. Mais je pense que, comme l'a dit Diagana, on ne peut pas quand même au niveau du primaire continuer à avoir des écoles bicéphales. C'est-à-dire qu'il faudrait revaloriser un peu l'école publique, comme nous la connaissons à l'époque. Il faudrait la revaloriser. Dans un premier temps, cette école publique, il faut la revaloriser en termes d'infrastructures essentiellement. Parce qu'il y a des gens qui disent non, l'école publique, c'est fréquenté par certains, d'autres. Je pense que ce n'est pas juste. C'est peut-être valable dans des quartiers de Nouakchott, mais dans tous les autres quartiers de Nouakchott, les écoles publiques sont fréquentées par tout le monde. Et à l'intérieur du pays, les écoles publiques sont fréquentées par tout le monde.
Mais le problème, c'est qu'il faudrait amener des Mauritaniens à s'intéresser à la langue arabe comme langue principale du pays, mais il faudrait aussi amener d'autres Mauritaniens à s'intéresser aux langues nationales. Parce que c'est ça la cohésion, parce qu'il faudrait que chacun de nous parle la langue de l'autre. Et il faudrait que chacun de nous obtienne ses droits dans son pays et s'acquitte de ses devoirs dans son pays. Qu'il paye les impôts, qu'il respecte l'ordre public. Et aussi, il faudrait lutter contre les démons de la division, contre les forces centrifuges qui instrumentalisent les frustrations pour avoir un fauteuil de maire ou un fauteuil de sénateur. Les sénateurs n'existent plus, donc voilà. Donc il faudrait mettre en œuvre la loi sur la discrimination, parce que ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que la principale menace au pays, il y a quelques années, c'était les groupes terroristes d'Al-Qaïda en Maghreb islamique. Ils ont été laminés par les forces des FDS, les forces de défense et de sécurité. Et la menace était au milieu de nous. C'était des Mauritaniens comme nous qui veulent s'en prendre à d'autres Mauritaniens, qui veulent en découdre. Et c'est un discours incendiaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Moi qui suis dans le journalisme, alhamdoulilah, depuis 20 ans, moi je lisais les années 90, les années 2000, un discours incendiaire contre certaines communautés. On dit à l'époque, c'était une intelligentsia qui était exilée, qui le disait. Et ça a évolué, c'est parti à une vitesse exponentielle avec des réseaux sociaux et avec certains sites qui permettent, par exemple, les commentaires. Moi, je vois dans certains portails des commentaires d'une extrême violence à l'égard de certaines communautés où les gens s'insultent, où les gens se... Donc je pense qu'il faut contrôler ça, parce que ça, c'est des étincelles qui peuvent devenir un feu. Mais parallèlement à ça, il faudrait que le pays avance. Il faudrait que chacun se sente fier d'être mauritanien, comme c'est le cas actuellement, mais qu'il se sente un peu plus fier. Et il faudrait aussi que chacun se sente un Mauritanien à part entière, parce que Diagana l'a dit tout de suite, il y en a qui sont là depuis 2000 ans, donc depuis même plus. Donc il ne faudrait pas qu'ils se sentent moins Mauritaniens que d'autres, et qu'il ne faudrait pas que d'autres se sentent plus Mauritaniens que d'autres, mais il faudrait qu'il y ait au milieu un État fort, un État juste, un État redistributeur d'opportunités, redistributeur de richesses, redistributeur de chances, un État régalien, un État fort, qui peut assurer la sécurité. Alhamdoulilah, tous ces attributs existent actuellement avec notre gouvernement actuel. Et il faudrait aussi que nous, on se comporte en tant que bons citoyens. Voilà, on se comporte en tant que bons citoyens. Les caractéristiques et les attributs d'un bon citoyen, Khatat peut vous en parler, parce qu'il est un bon citoyen, lui. Khatat a été directeur d'éducation nationale des citoyens, je me rappelle. Oui, absolument. On peut vous écouter à ce sujet. Il avait d'ailleurs le journal des citoyens. Je crois que je vais vous surprendre un peu. Le 28 novembre 1982, c'est pas hier, hein, ça fait un bout de temps, j'avais publié à l'occasion de la fête nationale un poème de 52 vers. Vous me permettez de vous donner juste le premier Alexandrin. 40, il est. C'était, et c'est actuel aujourd'hui. Mauritanie, ô ma patrie, toi de qui dépend ma vie, toi qui m'as enrichi de tes biens infinis, je te revois à demi-nuit doté d'une belle physionomie, arabes, berbères et noirs unis en toi d'islam, leur veine nourrie. C'était un poème à l'époque appelé à l'unité nationale. Il était actuel pour aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement, le pouvoir, aujourd'hui, les autorités publiques ont beaucoup à gagner si elles commençaient tout simplement à uniformiser les tenues scolaires. Vous savez, c'est tellement banal. Mais quand tous les élèves à l'école montent avec la même tenue, c'est un signe non seulement d'unité, mais d'amener les esprits encore jeunes des enfants à se sentir égaux. Et je crois que c'est une première idée qu'il faut absolument que le pouvoir arrive à mettre. C'est un investissement, mais il vaut son prix. Parce que l'éducation commence à la base, c'est les enfants. Mais il faut que nos politiciens aussi, j'allais dire, reviennent à la raison. Quand il y a une question nationale, on doit enlever, tout simplement, ôter la tenue des politiciens, très d'ailleurs politiciens, pour porter la tenue du citoyen qui appartient à sa nation, sur laquelle il veille jalousement, et appeler ses compatriotes, ses confrères à être ensemble, la main dans la main,
pas seulement le vivre ensemble, mais aussi le sacrifice. C'est une question de sacrifice pour la nation. Je pense que la marche ne doit pas s'arrêter là, sinon elle va s'estomper. Les Mauritaniens, d'ailleurs, sont plus ou moins amnésiques, ils oublient rapidement. Et qu'il faut qu'elle reste au moins dans l'actualité pour qu'elle reste dans les esprits des Mauritaniens. C'est une question d'existence, c'est une question de pérennité de la nation. Et je sais que j'ai confiance que, évidemment, nous ne plongerons jamais dans cette mauvaise tangente que nous veulent certains. Et je laisse Diagana s'il a quelque chose à ajouter. Oui, professeur Diagana, la marche doit continuer. On doit marcher, on doit continuer de marcher. Cette marche, pour moi, n'est qu'une étape. Ouais. On ne peut pas dormir sur nos lauriers. Il faut continuer, il faut tirer les leçons de cette marche. S'il y a un mot vedette aujourd'hui dans cette émission, c'est le mot école. Je pense que l'école doit jouer son rôle de creuset de la nation. L'école doit être un ascenseur social. L'école publique, j'entends, doit donner à tous les fils de ces pays d'atteindre leurs objectifs. Pour ce faire, je pense qu'après l'école, on ne fait pas l'école uniquement pour le beau yeux du parchemin, du diplôme. Il faut après que cette école nous aide à accéder, n'est-ce pas, au marché du travail. Le président l'a reconnu, il y a cette disparités, mais comme partout dans le monde, les pays les plus puissants au monde, il y a toujours encore des nids de pauvreté. La Mauritanie ne serait pas l'apanage. Mais essayons de voir pour que tous les citoyens se sentent fiers dans le pays. Essayons de voir quand la Mauritanie s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu cette foule. Cette foule, nous ne la voulons pas de façon circonstancielle. Il ne faut pas qu'on la voie tout simplement quand il y a un match de football ou quand on fait une marche. Elle doit être, si vous voulez, vous allez me permettre cette expression peut-être littérale de Soniké, elle doit être notre cure-dent. L'unité nationale doit être le cure-dent dans notre bouche. On doit rincer chaque matin avec, si vous voulez, cette idée de cohésion, cette idée, c'est-à-dire si je pars le matin à l'école, c'est qu'après, je puisse en recueillir les fruits. Donc, la marche, elle est bien, c'est une étape, elle est gagnée, mais il faut continuer. On ne doit pas dire, alors on a marché, on nous a vu à la télévision, on est content, mais non, ça c'est facile. Ça c'est facile. Il faut consolider. Il faut que chaque jour, en tant qu'enseignant, avec nos élèves, nos étudiants, nous fassions cette marche. Les journalistes, avec vos téléspectateurs, avec vos auditeurs, il faut que vous fassiez cette marche. Le commerçant, avec leurs clients, il faut qu'ils fassent cette marche. Les médecins, avec leurs patients, il faut qu'ils fassent cette marche. Donc cette marche doit être, si vous voulez, notre campagne quotidienne. Je voudrais avoir le point de vue de certains d'entre vous à propos de la loi 023-2018. Vous pouvez la développer, nous expliquer de quoi il s'agit. Bon, ça c'est vous avez vu là? Quoi? Non, je ne l'ai pas vu. En fait, la loi, elle est très importante parce qu'elle définit d'abord la discrimination et elle définit aussi les crimes à caractère raciste. Il n'y avait pas de définition dans le code pénal et dans le corpus juridique national, il n'y en avait pas. En fait, c'est une loi qui est destinée à protéger la dignité humaine. Ce n'est pas par respect des engagements internationaux, que ce soit en matière de convention contre la discrimination raciale ou en matière de convention contre la discrimination à l'égard des femmes, ou en matière du pacte des droits civils et politiques. Non. C'est une loi de protection de la dignité humaine. Donc, elle définit la discrimination comme étant toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice dans des conditions d'égalité des droits de l'homme ou des libertés fondamentales conformément à la charia. Parce que vous savez, il y a des droits fondamentaux, il y a des droits, il y a des droits, il y a des libertés, comme par exemple l'apostasie. Nous, on ne le connaît pas. C'est reconnu que l'islam est la religion du peuple et de l'État. Et que la charia est la seule et unique source du droit en Mauritanie. Il présente aussi, il définit aussi le racisme comme étant tous les actes de diffusion fondés sur la supériorité. Et je vous l'ai dit tout de suite, parce qu'il y en a qui se considèrent comme supérieurs. Donc, ces gens-là, ils doivent passer chez les juges quand même. Donc, tous les actes de diffusion fondés sur la supériorité ou la haine raciale, l'incitation à la discrimination raciale, tous les actes de violence ou provocation dirigés contre toute race ou groupe d'une couleur ou origine, donc qui sont orientés d'une façon de... Donc, il y a des peines qui sont prévues. Ça comble un vide juridique parce que ça comble un... donc, le délit raciste va devenir une circonstance aggravante à la peine. Donc, c'était très important qu'il y ait ça. Et maintenant, quand M. Yedali se permettra vis-à-vis de moi certaines libéralités, je porterai plainte. C'est votre droit. Voilà, donc c'était extrêmement important, c'est une avancée notoire dans le corpus juridique national qu'il y ait incrimination de la discrimination. C'était très important. Et moi, je vous dis que j'ai constaté que ça a produit son effet déjà sur les réseaux sociaux, parce que pour les besoins de mon travail, pour la revue de presse que je fais, j'ai constaté que le ton a baissé sur les réseaux sociaux, parce que maintenant il y a la dissuasion. Ça a baissé. Il faudrait que cela continue. Il faudrait que les gens sachent que non, c'est pas... Les gens s'expriment, les gens continuent à critiquer le gouvernement, à critiquer les politiques, tout ça, mais les insultes à caractère racial, à caractère ethnique, à caractère communautariste ont baissé d'intensité. Maintenant, j'ai vu certains qui en faisaient une spécialité. J'ai vu maintenant, ils sont en train d'utiliser des formules alambiquées, des formules alambiquées pour faire passer le message. C'est déjà pas mal, parce qu'ils ont évolué vers un peu plus de maturité, ils arrivent à faire. Mais on n'est plus carrément dans l'invective, dans l'insulte, dans la stigmatisation de certaines communautés, de certains groupes ethniques. Et vous ne savez pas l'effet que ça produit ailleurs. Parce qu'il y en a qui étaient carrément, évoluaient carrément vers la radicalité, eux aussi. Mais pourquoi on nous insulte? Pourquoi on s'en prend à nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Il faudrait qu'on se défende. Et c'est comme ça que les choses se déclenchent dans les pays. Donc, peut-être même qu'il y a des gens qui sont derrière ça et qui utilisent des inconscients. Donc, c'était très important que cet arsenal juridique. Maintenant, il faudrait que la justice le mette en œuvre et que chaque fois... J'ai entendu je crois, le procureur de Nouakchott-Ouest dire qu'il y a une originalité dans cette loi. C'est-à-dire que le parquet peut déclencher l'action publique sans la plainte. M. Diagana, par exemple, a été insulté sans qu'il le sache. Donc voilà, le ministère public a vu, hop, il convoque le monsieur. C'est très important, tout ça. Donc, comme je te l'ai dit, c'est une loi de protection de la dignité humaine d'abord. Donc, elle comble un vide juridique, n'est-ce pas? J'ai discuté avec un ami hier à ce sujet, il m'a dit que la loi est venue parce qu'avant, il n'y avait pas cette atteinte à la dignité humaine, il n'y avait pas ces propos haineux. Donc, il n'était pas nécessaire de faire la loi. Maintenant que ces propos existent, il est temps de mettre en place cette loi. Est-ce que vous partagez cet avis? Absolument. Vous savez, on avait déjà dans l'arsenal juridique, dans la structure juridique en Mauritanie, les lois qui concernent dans notre métier, du moins de la presse, la diffamation. La diffamation. Qui constitue déjà une atteinte à la personne. Mais quand on parle de dignité humaine, ça va englober tout ce qui touche à votre personne. Vous êtes protégé aujourd'hui contre ceux qui peuvent tout simplement vous injurier et qui n'attendent pratiquement rien, qui n'ont qu'un pas à franchir et un seul pour aller vers une violence physique. Et donc nous sommes protégés dans notre dignité. On a la chance aujourd'hui
d'accompagner très rapidement l'évolution de notre société. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau contexte dans lequel et pour lequel il est nécessaire de créer une nouvelle, il faut légiférer. Une nouvelle donne juridique, il faut légiférer et il est extrêmement important, surtout pour ce sujet-là, qui est un sujet qui touche à l'unité nationale, que ceux qui sont tentés par le diable d'aller réveiller le vieux démon et pour nous casser, tout de suite de leur faire savoir qu'ils seront sévèrement punis et qu'il y a une loi. Ils ne fileront pas entre les mailles du filet. L'avis du professeur, même s'il est professeur en littérature. Même si je ne suis pas juriste, il faut le dire, mais je crois quand même que la loi, de façon générale, doit être évolutive. Une loi doit s'adapter à un contexte. On n'avait peut-être pas ce problème en ce moment, comme le problème posé par l'Internet avec les vies juridiques. À nouveau contexte, nouvelle réglementation. De la même façon, je pense que si on avait en certain moment où certaines choses sont devenues obsolètes, la loi va peut-être aussi, dans le même sens, ne pas exister. Je donne un exemple tout à fait banal. Il n'y a pas quelque temps, je lisais un journal. Vous savez, j'ai vu quelque part en France que le port du pantalon par une femme était interdit. Les femmes, dans le texte français, les Françaises n'avaient pas droit de porter, parce que ça datait dans certains moments. Bon, mais maintenant qu'on voit que cela n'a plus de sens, cette loi va totalement disparaître d'elle-même dans un premier temps, et ensuite peut-être les législatives vont purement et simplement l'abroger. Donc c'est la même façon, quand on n'était pas en face d'une situation de problème de dignité humaine, la loi n'existait pas. Maintenant qu'on est face à un nouveau contexte, il faut légiférer. L'avis de l'acteur politique à ce sujet? Oui, la loi reflète les maux de la société pour les réglementer. C'est les hommes qui font les lois et c'est les hommes qui les changent. Depuis la nuit des temps, l'humanité édicte des lois et que les hommes les contrôlent. Certainement, dans 10 ans, cette loi peut-être sera obsolète, donc il faudra adapter, actualiser. Donc, les lois sont légiférées pour régler les problèmes de la société. Avant, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas ces moyens de communication. Donc ces lois n'étaient pas nécessaires, n'étaient pas à jour. Aujourd'hui, c'est devenu un problème. Donc les autorités, des acteurs étatiques qui ont le pouvoir de légiférer et ont légiféré. Et ce qui reste maintenant, c'est de l'appliquer. Et d'ailleurs, de trouver une police, je ne sais pas, qui est censée traquer. Non, c'est sur le net. Il existe. D'accord. Elle est très importante. Au Sénégal, ils ont même une école pour la cybersécurité. D'accord. Ils ont découvert, ils l'ont inauguré récemment. Il y avait le Drian en marge du forum de Dakar. C'est là où j'ai dit tout de suite, Ratat, que si on a au niveau du pays un problème, si on a un retard, c'est au niveau de ce problème. C'est en matière de cybersécurité, de cyberdéfense. C'est-à-dire que il faudrait, aujourd'hui, celui qui contrôle le big data, vous savez, celui aujourd'hui qui contrôle les données, il y a une bataille aujourd'hui pour le contrôle des données. Parce que vous ne savez pas le nombre d'informations, le nombre de bases de données que même les sociétés d'Internet, les grands fournisseurs d'Internet comme Google et autres, comment eux, ils arrivent à accumuler tellement de connaissances avec d'informations sur vous, à votre insu, avec leur webcam, avec tout ça, parce que vos données sont stockées chez eux. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une agence nationale qui surveille, qui fait de la surveillance au nom de la sécurité nationale. Moi, je t'ai dit, Khatat, il y a une loi sur les crimes cybernetiques. C'est au niveau des juges, mais les juges, peut-être, il a fait le droit, il a fait l'administration, peut-être il n'a pas fait l'informatique. C'est vrai, je suis content de voir qu'au niveau de la gendarmerie nationale, il y a une unité de cybernétique. C'est déjà très important, mais il faudrait que ce soit une agence nationale parce qu'elle est en relation avec, aujourd'hui,
On est en relation avec la sécurité nationale même du pays. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu le scandale de Snowdown, vous avez vu les infos. Aujourd'hui, c'est au niveau électronique que les choses se passent. C'est là où on a l'information. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une agence. J'ai vu que cette agence de sécurité informatique, j'ai vu qu'elle fait même des patrouilles sur Internet pour voir les contenus violents, les contenus indécents. Voilà, donc il faudrait surveiller ce qui se passe, surtout dans une société où il y a encore l'emprise de certaines considérations passéistes. Il faut faire ça. De toute façon, nous sommes fonction du temps. Et nous changeons comme il change. Et on est obligé à un certain moment de nous adapter, tout simplement. Vas-y, ce que je voulais ajouter, c'est les hébergeurs et les sites web. Les responsables des sites web doivent être mis devant leurs responsabilités et les hébergeurs. Ouais. Les sites hébergés en Mauritanie, ils doivent respecter certaines éthiques, certaines réglementations. Ils doivent être réglementés, aussi bien que les hébergeurs, que les sites web, les responsables. Parce que c'est des sociétés aussi qui existent et qui doivent être soumis à la loi. Ouais, absolument. Nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que tu as carte de presse que tu as carte blanche pour t'attaquer aux gens dans leur dignité, non. Je pense que même on a vu, les juges ont la main lourde ces temps-ci, même vis-à-vis de certains journalistes, mais il faudrait tout simplement respecter la loi. Il ne faut pas sombrer dans la diffamation et dans les insultes. Donc, si vous le faites, ce n'est plus du journalisme, ça devient autre chose et vous vous exposez à la rigueur de la loi. Non, ici je ne parle même pas des journalistes, je parle seulement que celui qui utilise votre site, c'est-à-dire qui commente sur votre site. Et vous oui, je suis d'accord. Pas les journalistes, je sais que les journalistes attaquent. Non, il y a des sites où il y a des commentaires qui ne sont pas contrôlés et ces commentaires reflètent la haine raciale ou des images. Donc c'est vrai, il faut modérer ça, sinon ça engage la responsabilité du journaliste qui est derrière le site. C'est une bataille qui est actuelle encore en Europe sur le contenu et le contenant. Je vous ai dit que rien qu'en septembre 2018, il y a eu une loi en France, il y a eu un grand débat d'abord, et il y a eu une loi qui se prépare avec l'Allemagne pour qu'il y ait une forme de législation qui va guider, qui va diriger justement les contenus des sites et la responsabilité de ceux qui hébergent ces sites. Vous n'avez pas le droit de faire passer tel message parce qu'il est hébergé chez vous que vous le laissez passer. Vous avez aussi votre responsabilité parce que vous êtes le support. Oui. C'est rigide en matière de terrorisme essentiellement. Je pense que Diagana, nous, on a... Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe au dernier chapitre? Non, c'est juste que je parlais de journalistes. Je pense qu'il y a aussi dans ce sens un effort à faire avec nos journalistes. Je suis entre vous. Mais je pense quand même certains journalistes doivent faire des efforts en matière d'éthique, en matière de déontologie. Et parfois, moi, quand je lis certains sites, surtout, je pense que une formation, il y a le travail à faire. J'ai courté un peu pour voilà. J'ai retenu également dans le discours du président de la République les perspectives 2021. À quoi vous pensez qu'il faisait allusion? C'est dans la région de mon ami, là. Quelle perspective? C'est l'exploitation du gaz. Oui, d'accord. C'est chez toi. Et tout de suite, dans son discours, il a évoqué les belles perspectives de 2021. Oui, ça, c'est une meilleure. Attends, il vient te voir. Attends. Non, je n'ai pas d'informations concernant ça. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui est signé. Je pense que les accords ont été signés entre le Sénégal et la Mauritanie, entre les deux présidents. Je pense, il y a concernés. Mais les tenants et les aboutissants, je n'ai pas d'informations là-dessus. Il y a eu le Final Development Investment, le plan de développement qui a été signé en présence des chefs d'État et en présence des partenaires, du directeur général de British Petroleum, de Cosmos. Les partenaires étaient là, il y avait la presse sénégalaise. Il y avait pratiquement plusieurs ministres du gouvernement du Sénégal, plusieurs ministres mauritaniens. C'était une cérémonie solennelle qui a été signée à Nouakchott. Donc, ils sont dans la phase d'exploitation. C'est fini l'exploration, comme on sait, le développement. Donc, ils sont carrément dans la phase d'exploitation. Et en 2021, il faudrait s'attendre à, comme on dit de façon très banale, au premier chèque. Apparemment, c'est un chèque faramineux et très important,
qui va donner une chance pour nos deux pays. Donc la géologie a voulu que le champ gazier soit à cheval entre les deux pays, et les deux chefs d'État ont eu la sagesse de signer un modèle de partenariat qui est dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples, et donc et avec la bénédiction des partenaires. Donc c'est de l'argent, une masse monétaire très importante qui va atterrir dans les caisses du pays et qui va permettre justement au pays de combler tous les retards constatés ici ou là au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'éducation, de tout, de la santé, de l'eau, un peu partout. Donc c'est une chance importante. Et ce que le président a dit, devant ces perspectives-là, il faudrait qu'on ait un pays stable, un pays apaisé, parce que ce qui nous manquait, c'était les ressources. Les ressources, alhamdoulilah, sont en train de venir. Donc patience avec tous ces problèmes-là qui... Voilà. Khatat, un mot sur la perspective 2021. Je vais être un peu plus précis que Isselmou. C'est exactement une part de 10% qui revient à la Mauritanie et de 10% qui reviennent au Sénégal. C'est l'exploitation de ce site gazier. Et effectivement, c'est énorme, 10% d'une exploitation gazière pour les deux pays. Net brut à recevoir. Ça va permettre à la Mauritanie un plus, comme on dit, qui est déjà extrêmement important dans la mise en œuvre d'autres chantiers, d'autres projets qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Si maintenant on cède au discours de la haine et de l'extrémisme, nous passons à côté. C'est exactement ça le message. Sachez qu'il y a plus qu'une lueur d'espoir, il y a un avenir meilleur, certain. Il faut préserver votre coexistence et votre unité pour tirer profit au maximum de ce que vous attend demain. Demain sera meilleur. C'était ça le message. Professeur Diagana, le message? Je peux que le rejoindre, quel que soit le don de la nature, on a notre part de responsabilité. Pour que cette manne ne soit pas source de malédiction, il faut déjà qu'on s'entende entre nous. Il faut qu'on assure notre sécurité. Il faut que le profit qu'on va tirer de ces ressources naturelles nous apporte, si vous voulez, le développement et non pas pour régler d'autres problèmes qui ne fera pas notre bonheur. Ce sera le dernier mot de cette émission, le dernier mot de l'émission qui touche à sa fin. Je rappelle à mes chers téléspectateurs que j'avais sur le plateau M. Seyni Sayer Ndjaou, qui est acteur politique, que je remercie au passage. J'avais également à ses côtés, au mien, M. Isselmou Salihi, qui est journaliste, que je remercie au passage également. Mon autre confrère Mohamed Khatat, journaliste, et le professeur universitaire Diagana. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, bonne soirée et bonne continuation sur Al Mauritania.